cher ami, honorable assistant, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, dans ma ville adoptive. Je voudrais partager avec vous une pathologie qui est assez fréquente, le syndrome d'apnée du sommeil. Donc on va parler à peu près sur 15 minutes. Alors, en commençant par quelques généralités sur le sommeil, un petit rappel. Alors, l'homme dort en moyenne un tiers de sa vie, c'est-à-dire si on vit 60 ans, on aura dormi 20 ans. Alors, le sommeil est essentiel pour notre équilibre, bien-être physique et moral, psychique et tout. Donc, bien dormir signifie qu'il y a un bon dynamisme quotidien. Cependant, cette qualité et la durée du sommeil diffèrent d'un individu à un autre. Donc, alors, combien faut-il dormir pendant la journée? Alors, la durée du sommeil est différente d'un sujet à un autre, c'est-à-dire à partir du nouveau-né, il a besoin de beaucoup de temps pour dormir. Un enfant, par exemple, de 2 ans, il en a besoin de 12 à 13 heures, par exemple, et un adolescent, il en a besoin de 9 heures. Je prends une petite parenthèse sur les adolescents, parce que là, nous, on laisse nos enfants tripoter avec leur smartphone, les tablettes, et puis ils dorment tard, ils dorment mal, il y a une mauvaise récupération, donc ça c'est très mauvais pour nous, pour nos enfants, en plus de ça. Un vieillard, pour un vieillard qui dort, il a besoin de nombre d'heures de sommeil qui n'ont pas l'équivalent d'un sujet adulte ou adolescent. Alors, si on parle du sommeil, il y a 2 grandes phases. Il y a la phase de sommeil lent, il y a la phase de sommeil paradoxal. C'est très important parce qu'on va étudier par la suite dans les enregistrements qu'on va faire. C'est sur ces étapes-là qu'on va jouer. Alors, le sommeil lent, il se divise en somnolence, c'est la première étape du sommeil. À peu près c'est 20 minutes. Il y a le sommeil léger, là où le sujet il ressent toujours des bruits, des sensations de toucher et tout. Il y a le sommeil profond, là c'est ce qu'on appelle le sommeil réparateur, le sommeil récupérateur, là où c'est à partir de là où les cellules se régénèrent. Et puis il y a la deuxième phase qui est le sommeil paradoxal, c'est le sommeil de rêve. Alors ça c'est très important parce que c'est à partir de là qu'on a cette pathologie-là qui est représentée par le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette pathologie du sommeil? Parce qu'il y a plusieurs pathologies dans ce qui nous intéresse nous en tant que pneumologue, c'est les insomnies, c'est les troubles respiratoires du sommeil, à savoir le syndrome d'apnée du sommeil qui est notre cours aujourd'hui. Il y a le syndrome de Momo-Malovic, c'est le syndrome des jambes lourdes. Il y a aussi d'autres troubles qui intéressent beaucoup plus les neurologues, les psychiatres, à savoir les narcolepsies, avec cataplexie, les hypersomnies, et les troubles du rythme circadien. Alors, pour les troubles respiratoires qui se révèlent beaucoup plus au cours du sommeil, c'est le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Il y a le syndrome d'apnée centrale du sommeil, il y a la respiration du Cheyne-Stokes, il y a l'hypoventilation, et l'overlap syndrome qui est représenté aussi par l'association SAS avec le BCE. Donc, pour définir un petit peu les événements respiratoires, on devrait définir qu'est-ce que c'est qu'un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est vraiment une interruption qui est presque totale ou partielle de la respiration qui survient au cours de la nuit et qui dépasse les 10 secondes. D'accord. Elle se répartit en apnée obstructive, c'est-à-dire l'apnée obstructive, là, on garde un mouvement qui est thoraco-abdominal qui est conservé, avec une apnée centrale, c'est-à-dire ça c'est une interruption de l'IV aérien de plus de 10 secondes. Les mouvements thoraco-abdominaux ne sont pas existants, c'est-à-dire qu'on a un aplatissement des mouvements thoraco-abdominaux. Et puis il y a les apnées mixtes. Les apnées mixtes, ça commence toujours par une apnée centrale, et puis ça se termine par une apnée obstructive, c'est-à-dire au début, on a un arrêt des mouvements thoraco-abdominaux, et puis par la suite, le sujet il reprend ses mouvements thoraco-abdominaux, et là on parle de syndrome mixte. Et puis il y a les hypopnées. Les hypopnées, c'est une réduction du débit aérien d'au moins 50%, sinon c'est une réduction d'au moins 50% avec des micro-TD, c'est surtout le soir qu'on a eu ça, et ça c'est une définition purement à l'enregistrement polygraphique ou polysynchronie. Alors
quand est-ce que le syndrome SAD a été décrit? Bon, il y a deux médecins allemands qui ont décrit ce syndrome-là d'apnée du sommeil. En 1960, il a été décrit comme trouble du sommeil qui surviennent au cours de la respiration. Et puis il a été repris 13 ans après, il lui a donné l'appellation d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que ce n'est qu'en 1973 que le nom appellation syndrome d'apnée du sommeil a été introduit. Alors, pourquoi en parler? Alors ça c'est, je reviens à la définition. Donc on a dit que c'est une interruption qui est presque totale ou partielle de la respiration, qui survient au cours de la nuit. Donc c'est un problème de santé publique de par sa fréquence et conséquences sur la vigilance. Elle engendre des problèmes neurocognitifs, comportementaux, cardiovasculaires et surtout métaboliques. Il est donc important de diagnostiquer le SAS dans une période précoce pour éviter les complications qui surviennent par la suite. Alors, on a vu que la prévalence du SARS augmente avec la population générale. Donc là, si on remarque bien sur cette affiche, il y a à partir de 55 ans où les sujets sont susceptibles de faire un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais il est essentiel de dire que cette apnée obstructive du sommeil, elle survient beaucoup plus fréquemment chez les sujets qui sont obèses ou surpoids. Alors, si on remarque que chez un médecin généraliste qui voit à peu près 20 malades par jour, il aurait pu diagnostiquer minimum 6 malades qui présentent un SAOS. Donc, pas automatiquement, c'est des sujets qui sont obèses. C'est des sujets qui vont faire beaucoup de signes après, on va les discuter par la suite. Alors, comment ça se produit du point de vue physiopathologique? Alors, du point de vue physiopathologique, à l'état normal, lors d'une inspiration profonde, il y a une dépression du muscle diaphragmatique, qui est le principal muscle respiratoire. Et puis, il y a les muscles dilatateurs du pharynx qui vont essayer de lutter, empêchant l'obstruction du pharynx. Par contre, chez les sujets qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil, il y a une discordance entre ces mouvements. Donc, à l'occasion d'une inspiration, on a une obstruction qui peut être partielle et qui peut être totale. Quand elle est partielle, elle engendre une hypopnée. Quand elle est totale, elle engendre directement une apnée. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser le développement du SAOS? C'est le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil. Alors, c'est le sexe, l'âge et l'obésité. Le sexe, il existe une prédominance masculine, qui est probablement liée au type d'obésité chez l'homme, qui est plus souvent abdominale, cervicale, par rapport à la femme. Et la prévalence du SAOS augmente chez la femme après la ménopause. Pour l'âge, on a déjà dit ça, c'est des sujets qui peuvent développer un SAOS à partir de l'âge de 50 ans. Bien qu'on a vu des gens à l'âge adulte qui font un SAOS. Alors l'obésité, ça c'est un élément très important, c'est l'accumulation de la graisse du cou. Donc à peu près, il y a 70% chez les syndromes obstructifs du sommeil, on retrouve à peu près 50 à 60%, 60-80% des gens qui font un SAOS. Mais ce n'est pas pratiquement tous les patients qui sont obèses on devrait aller chercher un SAOS. Donc ce n'est pas une condition sine qua non. D'autres facteurs favorisants, c'est les anomalies des voies aériennes supérieures. C'est des sujets qui ont un mandibule qui est très court, avec un pharynx qui est trop petit, des amygdales qui sont trop grands, d'accord, avec une macroglossie, une acromégalie, une obstruction nasale, mais qui n'est pas un élément très important. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier responsable de la genèse du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. D'autres facteurs favorisants, c'est le tabac qui augmente l'inflammation du pharynx, et puis l'alcool et les sédatifs qui entraînent un relâchement musculaire. Donc c'est beaucoup plus, on parle d'apnée obstructive, d'apnée centrale. Alors, du point de vue clinique, on remarque qu'il y a des critères pour poser le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il y a des critères A, B et il y a des critères C qui sont essentiellement un enregistrement.
Le critère essentiel, sine qua non, c'est le DS. C'est quoi le DS? C'est la somnolence diurne excessive. C'est-à-dire que c'est des sujets qui dorment n'importe où, n'importe comment, sur une moto, dans sa voiture, dans une salle comme ça. C'est-à-dire, mais là, il faut éliminer d'autres facteurs qui peuvent provoquer la même symptomatologie, à savoir une narcolepsie avec cataplexie, ou des sujets qui sont sous neuroleptiques ou bien des antidépresseurs. Pour les autres signes qui peuvent nous orienter vers ce syndrome d'apnée du sommeil, c'est beaucoup plus le ronflement. Un ronflement quotidien et sévère, c'est un ronflement qui est anormal, qui survient sur des sujets qui sont obèses ou pas obèses. Donc ça, pour le ronflement, ça c'est un petit signe qui peut être rapporté par le conjoint ou la conjointe. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet qui va venir vous dire que je ronfle le soir, mais ça c'est un signe qui est apporté par le conjoint. Alors, il y a sensation d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil. Le sujet, il vous dit que le soir, je me sens un petit peu essoufflé, je me réveille, la respiration arrêtée et tout. Donc ça, c'est un signe alarmant qui doit faire penser à un syndrome d'apnée du sommeil. Les éveils répétés pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle les micro-éveils. Ils sont détectés par la suite par les enregistrements. Il y a un sommeil qui est non récupérateur, c'est-à-dire le sujet, il se sent tout au long de la journée fatigué. Même s'il va faire des siestes, c'est un sommeil, la sieste elle ne repart pas le sommeil, c'est-à-dire ce qu'il a perdu le soir, il n'est pas récupéré au cours de la journée. Il y a aussi des difficultés de concentration, il y a les maux de tête, il y a la nicturie qui est plus d'une niction par nuit, il y a aussi, je n'ai pas noté, la polyurie. Pour les critères C, c'est les critères polysomnographiques ou polygraphiques. Alors là, on parle d'index apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre d'apnées par heure. Ça, c'est quand on quantifie, il y a certaines sociétés savantes, dont la Société algérienne de médecine du sommeil, qu'à partir de 5 apnées par heure, on parle de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a d'autres signes cliniques qui sont des signes diurnes et des signes nocturnes, à savoir, j'ai déjà cité, ça c'est des signes céphalées matinales, l'hypersomnolence diurne, l'accès de sommeil qui est non récupérateur, à savoir trouble de la mémoire, difficulté de concentration, les hallucinations, les syndromes dépressifs, trouble de la libido, et puis il y a des signes nocturnes, à savoir le ronflement, l'apnée nocturne, un sommeil qui est agité, des sueurs nocturnes. Donc tous ces signes doivent faire évoquer un petit peu l'apnée du sommeil pour aller le rechercher. Donc, ça c'est certains signes qui concernent pas mal de spécialités. Par exemple, chez le cardiologue, devant une HTA qui est mal équilibrée, on devrait penser à un syndrome d'apnée du sommeil. Pour les arythmies, les HTAP, chez un psychiatre, c'est les pressions, les anxiétés. Les neurologues, en face d'un AVC, il faudra penser quand même à un syndrome d'apnée du sommeil. Pour les anesthésistes réanimateurs, l'intubation difficile toujours devrait faire penser à un syndrome d'apnée du sommeil. Pour les neurologues, c'est les troubles érectiles. Les endocrinologues, c'est le diabète. Là, on a vu déjà pour les diabétiques, c'est des gens, c'est surtout le diabète type 2. C'est-à-dire, malgré un traitement optimal, il y a ce qu'on appelle une insulino-résistance. Alors ça, c'est des sujets là où il faut penser à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui peut aggraver cette insulino-résistance. Donc, il y a aussi le HGO, je passe. Alors, ça, c'est des questionnaires qui peuvent aider les médecins généralistes pour essayer de diagnostiquer le syndrome d'apnée du sommeil. J'ai pris le questionnaire de Porte, qui fait évaluer la somnolence diurne, et qui cotait de 0 à 3. Puis si on a un score entre plus de 17, ça, c'est des sujets à risque, là où il faut contrôler. La deuxième question, c'est le questionnaire de Berlin avec 3 catégories. Le ronflement, la somnolence, et puis s'il y a une comorbidité associée. Pour le diagnostic différentiel, ça, il faut éliminer toujours les insomnies, les syndromes dépressifs, les sujets qui sont sous neuroleptiques, sous sédatifs, psychotropes, une mauvaise hygiène du sommeil, c'est des gens qui dorment très mal, très tard, une impression de type neurologique, à savoir la narcolepsie. Alors, pour les examens complémentaires, il est essentiel de faire une exploration fonctionnelle respiratoire, surtout pour les sujets qui sont tabagiques ou anciens tabagiques.
Là, vous recherchez une insuffisance respiratoire associée. D'accord? Et pour l'imagerie, là, il n'y a aucun examen complémentaire qui n'est fait de façon systématique, si ce n'est lors d'une prise en charge chirurgicale par la suite. C'est-à-dire que là, on ne demande pas des examens, par exemple des TBS cervicales ou systématiquement pour essayer de détecter les malformations des voies aériennes supérieures. Alors, ça c'est la pyramide angulaire, c'est l'enregistrement nocturne. Alors, pour la classification, c'est l'Académie américaine de SLEEP, c'est le sommeil. Là, on détermine 4 types d'enregistrement. Il y a un type 1 et le type 2, c'est polysomnographie. Le type 3, c'est le polygraphie. Et le type 4, c'est l'oxymétrie du pouls. On va détailler ça par la suite. Alors, si on va pour les enregistrements nocturnes, on va du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est l'oxymétrie nocturne. Et c'est ça, l'oxymètre nocturne. On place un oxymètre. Là, on place un oxymètre au niveau du doigt avec un enregistrement qui survient surtout le soir, de 5 à 6 heures. D'accord? Et puis, on aura un graphe pareil. Donc là, c'est des sujets qui vont vous faire une désaturation nocturne. Alors, les sujets qui vont vous faire une désaturation nocturne sont sujets à... C'est-à-dire, là, on peut faire évoquer, on peut aller rechercher le syndrome d'apnée du sommeil, mais ne pas poser le diagnostic d'apnée du sommeil sur le simple enregistrement oxymétrique. D'accord? Donc, si on remarque ici que ça, c'est des sujets qui font des désaturations sur ce graphe-là. Alors, il y a certains oxymètres actuellement qui font prendre la saturation, la fréquence cardiaque et les mouvements en même temps, les mouvements du sujet en même temps. Alors, ça, c'est la polygraphie ventilatoire, c'est le mètre, c'est le diagnostic positif de syndrome d'apnée du sommeil. La polygraphie ventilatoire avec 4 signaux au moins, un nasobuccal. Alors, il y a 4 signaux avec un débit nasobuccal. Il y a des électrodes, plutôt une ceinture thoracique, une ceinture abdominale, c'est pour les mouvements thoraco-abdominales. Il y a l'oxymétrie, là, et l'enregistrement, il s'effectue la nuit pendant minimum 6-7 heures. C'est à partir de là qu'on peut déterminer si le sujet est en train de faire un syndrome d'apnée, hypopnée ou pas. Donc, il y a aussi l'oxymétrie, le CG et la position du sujet. Ça, c'est une graphe d'une respiration qui est normale, si vous voyez là. Le débit nasobuccal, il est strictement normal. Les mouvements thoraciques et abdominaux qui sont tout à fait normaux. Il y a la SpO2, c'est-à-dire la saturation qui est stable et qui reste à 96. Par contre, quand on voit un enregistrement pareil, ça c'est un enregistrement qui est pathologique. Alors, pour les débits nasobuccaux, là, on remarque que là, le sujet respire, et puis il va vous faire un arrêt respiratoire complet. Et puis il va reprendre, et puis il va faire une autre apnée. Et puis il va reprendre, et ainsi de suite. Ça, c'est un enregistrement qui est fait sur 2-3 minutes. Donc, là, si on compte sur 2-3 minutes, ça veut dire que sur 1 heure, le sujet ne respire pratiquement pas. Et quand on regarde ici, regardez sur les mouvements thoraco-abdominaux, ils sont conservés. S'ils étaient plats, ça veut dire que là, on est dans un syndrome d'apnée centrale. Mais là, quand les mouvements thoraco-abdominaux sont conservés, ça veut dire que ça, c'est le sujet qui est en train de nous faire une apnée obstructive. Et à l'occasion de l'apnée obstructive, là, vous voyez que là, le sujet, il désature. Ce n'est pas au moment de l'apnée du sommeil, mais c'est juste après l'apnée du sommeil qu'il est en train de désaturer. Voilà, quand je regarde la désaturation qui est là. D'accord? Alors, le polysomnographe. Alors, le polysomnographe, c'est un enregistrement qui doit être fait, on en a dit deux types. Un qui peut être fait à l'hôpital, avec un personnel qui est formé, en moins 7 signaux. Et le deuxième, il peut être fait aux structures privées, c'est-à-dire non conditionnées et non surveillées. Mais là, généralement, le polysomnographe devrait être fait
en structure hospitalière avec surveillance. Et ça englobe les ECG, le EG, l'EOG, l'électroencéphalogramme, le MG mentonnier, le MG jambier. Il détermine aussi les mouvements respiratoires, l'oxymétrie et la position du sujet, ainsi que le ronflement à partir d'un micro. Ça, c'est un enregistrement pathologique, d'un enregistrement polysomnographique. Alors, c'est à partir de là qu'on peut classer nos malades, sévérité. C'est-à-dire, quand on fait un enregistrement polygraphique ou polysomnographique, on peut classer nos malades en syndrome. Alors, on peut classer nos malades en apnée légère, entre 5 et 15, ou plus de 15, entre 15 et 30, ça c'est les apnées modérées, et plus de 30, ça c'est ce qu'on appelle les apnées sévères, c'est des sujets qui ne respirent pratiquement pas. Et ça, c'est des sujets qui font des décompensations cardiaques, qui font même des arrêts respiratoires ou des IPM. Alors, les complications qui peuvent être générées ou occasionnées par le syndrome obstructif de sommeil, on a déjà cité en définition, c'est des troubles métaboliques, cardiovasculaires, comportementaux et autres. Pour les troubles métaboliques, il y a une résistance à l'insuline de diabète, surtout de type 2. Il y a des syndromes métaboliques, la prise de poids, la nicturie, dysfonctionnement sexuel. Et les troubles cardiovasculaires, généralement, c'est l'hypertension, les troubles de rythme, les AVC, les infarctus locales, l'insuffisance cardiaque. Avec un coup de troubles comportementaux, psychiques, irritabilité, difficulté de concentration, c'est surtout le mal de tête matinal. Et puis, il y a la somnolence excessive diurne avec un accès de fatigue. Bon, ça c'est très important, parce que là, le syndrome obstructif du sommeil, il a été incriminé dans la de pas mal d'accidents de la route, pas mal d'accidents de travail, des accidents domestiques. Donc, un accident sur 3 dans les autoroutes, on a incriminé le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. Les accidents de travail aussi. Et puis, il y a d'autres décompensations, à savoir des compensations de problèmes respiratoires, les BPCO, les insuffisances respiratoires restrictives par état neuromusculaire, ou bien le syndrome d'hypoventilation. Les mortalités, les principales études longitudinales montrent qu'il y a un risque de surmortalité cardiovasculaire accrue quand on a un SAOS. Et chez des sujets en comorbidité, c'est des sujets qui font des HPA, qui font des diabètes non équilibrés. Alors ça, c'est des sujets qui peuvent à n'importe quel moment passer. Donc le décès du sol, c'est effectivement plus fréquent au cours de la nuit. Alors, mais il y a un traitement quand même, c'est le traitement par PPC, on va parler de PPC, c'est-à-dire pression positive continue, on va parler par la suite. Alors, le traitement du SAOS. Les principes, c'est d'arrêter la survenue de ces apnées, améliorer la qualité du sommeil de nos malades, améliorer les signes diurnes et nocturnes, c'est-à-dire avoir un sommeil qui est bien avec le réparateur et récupérateur, éviter la survenue de complications, c'est surtout les complications cardiovasculaires. La première des choses, c'est l'intervention comportementale, c'est-à-dire pour les sujets qui sont obèses, ils devraient diminuer le poids avant tout, avant d'entamer un traitement, de leur proposer un traitement. Ça, ils devraient vraiment diminuer le poids, c'est ce qu'on appelle les interventions comportementales. Il y a le traitement par les appareils PPC, le CPAP, pression positive continue, on va en voir après. Il y a aussi un traitement par l'orthodèse mandibulaire, mais vraiment qui est mal toléré par les patients. Et puis il y a la chirurgie. Alors, le traitement du SAOS doit s'inscrire dans un cadre de prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire on ne prend jamais la décision seule. C'est toujours la décision avec le pneumologue ou le médecin du sommeil, le cardiologue, l'endocrinologue, l'ORL, c'est tout un stade. Il repose sur des mesures générales permettant de lutter contre le facteur favorisant le SAOS et assurer un traitement optimal des autres facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on devrait traiter l'HPA, on devrait traiter le diabète pour essayer de un petit peu cercler cette pathologie. Quelles sont les mesures générales? On en a dit déjà sur le poids. Alors il y a des conseils alimentaires qui doivent être systématiques en cas de surpoids ou d'obésité. Il y a une éviction des médicaments ou de substances qui peuvent aggraver le syndrome du sommeil, à savoir les psychotropes,
Et les principales classes thérapeutiques pour aggraver le SAF sont les benzodiazépines, les myorelaxants, les morphiniques et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que le tabac. D'accord. Il y a une optimisation de la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et des facteurs qui favorisent le SAS. Alors pour le traitement, la pression positive continue, c'est le principal traitement du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil. C'est un appareil qui va essayer de lever l'obstacle des voies aériennes supérieures. C'est un sujet qui va dormir avec cet appareil qui permet de lever l'obstacle, quel que soit le siège, bien sûr, en agissant comme une attelle pneumatique. Elle est appliquée par un générateur d'air sous pression dont le niveau de pression est réglé. C'est-à-dire que là, c'est le pneumologue ou c'est le médecin du sommeil qui doit régler cet appareil en fonction du niveau de gravité de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On a parlé de l'orthèse d'avancement tubulaire, on a deux types de traction et de propulsion, mais ça, généralement, ça coûte cher déjà, et c'est des malades qui tolèrent mal parce que là, il y a une gingivite, il y a une hypercelle oreille, et puis ils tolèrent mal ce type de traitement. Et puis il y a la chirurgie. La chirurgie, c'est pour les fosses nasales, des obstructions, des fosses nasales par tubérectomie. Sur le squelette, ostéotomie d'avancement tubulaire. Enfin, c'est pour des gens qui ont un mandibule qui est très court. Et le tissu mou, l'amygdalectomie. Ça, c'est pour l'indication d'un SAS léger à modéré sans comorbidité. Et pour les effets secondaires, il y a douleur au cours de la chirurgie, plutôt, il y a douleur, paresthésie, pharyngée et RGE. Donc, le traitement du SAS positionnel, alors, j'ai oublié de parler du SAS positionnel au début, c'est des sujets qui vous font un syndrome obstructif du sommeil, donc des cubitus dorsales. Là, on peut citer ce que le prophète Mohammed nous a dit, c'est de dormir sur le côté droit. Là, le traitement pour ces gens qui font une apnée obstructive du sommeil, c'est de mettre une petite balle comme un genre de tennis dans le dos. Donc le sujet, quand il dort sur le dos, il est un petit peu gêné et il change de position. Ça, c'est les recommandations de la société de la SPLF, Société de langue française. C'est pour le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Quand est-ce qu'il faut faire une polygraphie, quand est-ce qu'il faut faire une polysomnographie. La polygraphie, elle est indiquée dès le début pour faire le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Mais s'il y a un litige du point de vue clinique et enregistrement, là, on passe directement à la polysomnographie qui est le diagnostic positif et essentiel. Donc, en conclusion, le rôle du généraliste est crucial dans l'identification et l'orientation des patients à travers un réseau de soins. Et c'est sur les critères qu'on en a parlé, c'est surtout à l'interrogatoire, un examen clinique complet, les questionnaires qu'on a pu citer de Berlin, des potes, et pour essayer de diminuer la mortalité et la morbidité cardiovasculaire surtout, parce qu'on insiste beaucoup plus sur la morbidité cardiovasculaire. Il faut améliorer la qualité de vie de nos patients qui présentent un syndrome d'apnée obstructive de sommeil et diminuer les accidents de la route par la suite. Merci.